On travaille sur l'ensemble du Québec actuellement en faisant autant de l'accompagnement d'entreprises, d'accompagnement de municipalités, d'accompagnement de développement. On gère aussi des fermes urbaines. On crée des projets pour pouvoir tester, pouvoir innover et voir finalement la ville du futur. Lorsqu'on a commencé à travailler sur l'agriculture urbaine en 2008, on avait des sourires en coin. L'agriculture urbaine était perçue un peu comme du folklore, comme des hippies, des rêveux. C'est sûr que toutes les personnes très intéressées au social nous regardaient, puis c'est comme « Ah oui, c'est bien », mais tout ce qui était promoteur immobilier ou développement économique, ils disaient « Ah, ça n'arrivera jamais, c'est pas possible, etc. » Puis souvent, plein de gens disaient « Ah, c'est une mode, ça va passer ». La ville a été créée alentour de l'agriculture urbaine, ça date de la Mésopotamie. Donc l'agriculture urbaine, c'est pas une mode, c'est pas prêt de passer. On a commencé à modifier le système alimentaire. On offre de nouvelles opportunités au lieu d'avoir toujours seulement les grandes chaînes de distribution, mais on commence à avoir des chaînes de distribution de moyenne taille et de petite taille. On est dans les changements climatiques actuellement, donc il faut changer nos villes, il faut les adapter. Une des manières de les adapter, c'est avec l'agriculture urbaine. On veut être un centre de recherche indépendant, mais qui est beaucoup dans l'intervention, dans la mise en place de projets, très ancrés socialement. Donc, tous nos projets ont une volonté sociale quelque part. Donc, on ne se sentait pas dans ces structures-là plus étatiques. Donc, on a créé un centre de recherche indépendant où on a commencé à s'amuser. Grosso modo, c'est vraiment, je pense que le plaisir est à la base de la création du laboratoire. C'est faire des choses différentes, nouvelles, et de voir jusqu'où on peut aller. Donc, on a installé des serres sur toit, on a installé des serres sur rue, on a fait fermer des rues. On a fait des interventions pour avoir un questionnement sur les animaux en ville. Donc, on a fait des interventions en installant des poulaillers à la mairie de Montréal. On a installé des jardins à des places de stationnement. Donc, on faisait de l'intervention comme ça, à droite, à gauche, seulement pour brasser la cage, pour questionner finalement comment la ville est conçue. Et le laboratoire, quelque part, nous a permis ça. Et tranquillement, de fil en aiguille, on a commencé à se professionnaliser. On a commencé à avoir un employé, 2 employés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'un service conseil aussi, donc de l'accompagnement. Les municipalités ne savaient pas le faire. Les écoles partaient des jardins pédagogiques, mais il n'y avait pas les outils. Donc, on s'est dit, nous, on va développer ces outils-là, on va accompagner. On voit des enjeux, on voit des endroits où il y a des besoins de connaissances. On l'identifie. Ce qu'on va faire souvent après ça, c'est le documenter. Mais en plus de le documenter, on va mettre en place des projets pilotes. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est des rapports. On va rencontrer des décideurs pour transmettre ces informations-là, transmettre les succès, comment ça fonctionne, pour finalement diffuser la connaissance, faire du transfert de connaissances. Puis notre objectif est quand même de produire le plus possible. On met en place le programme des Montréalculteurs et des Québéculteurs. Et là, c'est vraiment l'idée d'accompagner les entreprises et d'accompagner la municipalité. L'enjeu des entreprises agricoles qui n'ont pas d'espace, particulièrement celles qui travaillent en intérieur, c'était vraiment quelque chose que nous, on vivait nous-mêmes avec nos projets. Donc, on a mis en place la centrale agricole. Finalement, il n'y a personne qui a pris notre place pour accompagner les groupes communautaires, pour faire en sorte qu'ils puissent être bien conseillés quand ils prennent des décisions. Donc, ça, c'est un programme qui s'appelle S'enraciner, dans lequel aussi on accompagne d'autres organisations qui ne sont pas du tout en agriculture urbaine, par exemple, qui font l'accueil de personnes réfugiées ou migrantes. Mais l'outil d'agriculture urbaine, l'outil du potager est très parlant. Parce que l'alimentation, ça vient nous rejoindre. Donc, ce programme S'enraciner sert un peu à travailler sur l'ensemble de ces questions-là sociales pour lutter finalement à l'insécurité alimentaire. Puis après ça, on a aussi des volets pour faire la transition écologique des villes, donc verdir les toits. Donc, on travaille à cette réflexion-là aussi. Mais c'est sûr que le laboratoire sur l'agriculture urbaine repose beaucoup sur des connaissances acquises depuis 2008 par les 2 fondateurs. On fonctionne par projet. Les 2 directeurs sont très impliqués. On porte nous-mêmes des projets pour avoir notre propre financement. L'embûche majeure, c'était une croissance rapide. Donc, c'est la question de la gouvernance dans un système qui ne fonctionne pas avec une gouvernance très hiérarchique.
À chaque fois qu'on rentre un nouvel employé, il faut former cet employé-là parce qu'il y a très peu de formation en agriculture urbaine. Un élément important, je pense, dans notre site, c'est le réseau. On est au centre d'un réseau assez important parce qu'on a développé ce réseau-là au niveau du Québec, mais au niveau international. L'école d'été a joué un grand rôle dans ça. Surtout dans les premières années, je pense que tous les Européens se sont rencontrés à Montréal. Quand on parle d'agriculture urbaine, je pense qu'il faut définir c'est quoi l'agriculture urbaine. Quand on parle de ferme urbaine, c'est quoi une ferme urbaine? On a fait un portrait de qu'est-ce qui est social, l'agriculture urbaine sociale, comment on le définit. Même on a fait une étude sur les potagers individuels. C'était la grande question. Est-ce que quelqu'un qui a des fines herbes sur son bord de fenêtre fait de l'agriculture urbaine? Après ça, comment ça se développe au Québec? Je pense que le Québec a l'avantage d'avoir eu un gouvernement qui a décidé de mettre en place une stratégie. Il y avait un terreau très fertile. On vient de faire comme un portrait de Montréal en comparant avec 10 autres villes. Montréal est de loin la capitale mondiale de l'agriculture urbaine. On est rendu avec 63 fermes, entreprises agricoles à Montréal. Avec les mêmes définitions, à Paris, il y en a 30. Bruxelles, il y en a 36. Puis c'est une croissance de 20 par année. On est dans ce mouvement-là parce que le gouvernement a mis en place une stratégie, une politique. Donc, on est rendu avec une vingtaine de villes au Québec qui ont soit des politiques d'agriculture urbaine ou des politiques de communautés de villes nourricières. Bien entendu, on n'est pas les seuls. On voit cette dynamique-là au niveau mondial qui se développe. Alors, l'agriculture urbaine, à la base, la connaissance, on s'est formé au fur et à mesure en explorant. Les personnes qui ont fait des thèses en agriculture urbaine, les premières personnes qui ont sorti avec leur thèse, grosso modo, 2010, 2011. Donc, c'est relativement récent. Et encore aujourd'hui, on reste très peu nombreux à faire de la recherche. À être spécialisé en tant que chercheur sur l'agriculture urbaine, grosso modo, on se connaît tous. L'important, c'est le réseau. Parce que quand on a créé l'école d'agriculture urbaine, on ne s'est pas dit « on va tout vous donner, on va vous former, vous allez vous asseoir dans une classe, puis on va vous donner de l'information ». Parce que quand on l'a parti de l'école d'été, on n'avait même pas l'information. On s'est dit « on va s'asseoir ensemble et on va se parler. On va faire un réseau, on va partager ». Et l'école d'été de Montréal, c'est toujours été le cœur même de pourquoi on le fait. C'est pour permettre aux gens de se rencontrer, de discuter, de se voir. Pour l'instant, nous, on le fait au niveau de la francophonie, mais on a des liens aussi avec des collègues dans le reste du Canada. On travaille avec Kristen Reynolds à New York. Donc, c'est ce réseau-là qui se développe. Tout le monde ensemble, on a le même objectif, transformer la ville. Pour que l'agriculture urbaine avance, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire au niveau international, mais pour faire avancer l'agriculture urbaine, ce n'est pas au niveau international que les changements majeurs qui vont faire changer les choses vont se passer. C'est au niveau local. Je pense que la force au niveau international, c'est de démontrer que l'agriculture urbaine, ce n'est pas anecdotique, c'est quelque chose qui est important et qui fonctionne. Au niveau de la ville, bien entendu, les enjeux sont souvent la réglementation, modifier la réglementation pour faciliter l'installation, pour faciliter les projets. En fin de compte, c'est souvent pas la changer, c'est l'adapter. Parce que, par exemple, pour Montréal, le plan d'urbanisme vient d'être modifié et d'être mis à jour. C'est important pour l'agriculture urbaine que ces plans d'urbanisme soient mis à jour parce que l'agriculture urbaine est récente. Donc, elle n'était pas prévue. Voici 40 ans, on n'en parlait pas, ou très peu. Maintenant, on réussit à en parler. Maintenant, il y a des usages agricoles en ville. On travaille avec des personnes migrantes et personnes réfugiées, donc on était à la rencontre de ces personnes-là. Et une des personnes qu'on a croisées est rwandaise. Et elle a un super projet. Et là, on arrive à son super projet, un bon 300 mètres. Et là, elle dit « Ah oui, c'est ici mon projet. » Ah, j'ai demandé au propriétaire, puis le propriétaire a dit oui. Moi, j'arrive, je regarde le projet, je dis comme là, on est comme sur les terrains d'Hydro-Québec. Le voisin, finalement, c'est qu'il aimait tellement ce projet-là qu'il a dit « Ouais, c'est bon, vas-y ». Sans être le propriétaire. En fin de compte, elle ne s'est pas posé trop de questions de qui était propriétaire, etc. Elle dit, moi, je pose des légumes, ça fait de mal à personne. J'ai eu l'accord, je le fais. Et finalement, elle produit sur 300-500 mètres carrés des légumes, oui, qu'elle consomme, mais elle en donne à toute la communauté. Trop souvent, nous, on se bloque. Récemment, tout le monde disait, mais dans un parc, on ne peut pas faire des potagers dans un parc. On se dit, on va en faire un. Puis on l'a fait. Maintenant, c'est rendu un de nos projets pilotes d'expérimentation, c'est le jardin libre. Simplement, dans un parc public, on a pris une parcelle, puis on a commencé à la cultiver. Puis maintenant, c'est des citoyens qui la cultivent. Et il n'y a pas de clôture. Chacun a son petit lot, mais c'est dans le parc. L'exemple même ici, on est actuellement à l'Université du Québec à Montréal. Toute l'histoire alentour du laboratoire d'agriculture urbaine, avant ça, ce qui s'est créé, c'est le crapaud.
Donc, le collectif de recherche en aménagement paysager et agriculture urbaine durable. Et à la base, ils voulaient faire des potagers. Et l'université disait, non, non, mais on a besoin de ces espaces verts-là, c'est pour les étudiants. Mais le crapaud était composé de 20 étudiants. Alors, tu as une direction qui te dit, non, tu ne peux pas faire, c'est pour les étudiants, puis les étudiants disaient, mais nous, on en veut des potagers. Alors, simplement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un potager de nuit, on peut cacher, entendre que les plantes poussent, pour après ça faire venir les médias. Puis finalement, le collectif a été une des premières organisations installées dans une université à faire de l'agriculture urbaine. Maintenant, le crapaud a son panneau dans Carrot City comme étant une innovation au niveau de l'agriculture urbaine au niveau mondial, parce que Carrot City est une exposition internationale.